Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Profinet IO, une communication presque temps réel sur Ethernet. Et on va voir comment échanger des données entre deux CPU, dont une sera utilisée en périphérique IO, c'est ce que l'on appelle un iDevice. Au menu, un exemple guidé pas à pas pour vous montrer comment réaliser une liaison simple avec le paramétrage des zones de transfert. Des essais et des mesures pour voir comment ça se passe en termes de temps de réponse. Et enfin, je vous montrerai différentes solutions pour détecter des défauts de communication. Avant ça, petit rappel sur Profinet dans sa version IO, un protocole qui permet de faire communiquer des équipements comme avec un bus de terrain. Classiquement, une CPU principale en liaison avec des entrées-sorties déportées, comme par exemple des ET200. Généralement, la CPU est utilisée en contrôleur I/O, c'est-à-dire un truc maître qui contrôle les échanges. Et les entrées-sorties déportées sont appelées périphériques I/O. Voilà, tout ça c'est très bien, pas de souci, ça fonctionne impeccable. Mais je vais vous montrer que l'on peut aller encore plus loin et faire des choses un peu différentes. Et notamment en utilisant des CPU comme périphériques. Plus besoin d'entrée-sortie déportée, ce sont les CPU qui jouent ce rôle. Bien sûr, il faut toujours un contrôleur I/O, par exemple la CPU de gauche sur mon dessin. La CPU de droite, elle, est vue comme son périphérique, mais un périphérique avec intelligence, c'est ce que l'on appelle un iDevice. En termes de coût, eh bien, ça peut être bien sûr très intéressant, mais c'est pas tout. En fait, ça change aussi et surtout l'approche de conception des programmes et l'organisation des tâches. En étendant le raisonnement, on peut vite comprendre que la logique de conception va forcément être bien différente. Différente bien sûr de l'approche classique où tout est centralisé. Et notamment un truc tout bête, mais qui change tout, c'est le fait d'avoir des CPU locales. Car ça permet d'assurer un fonctionnement de chaque partie distante, même en cas de défaut de communication. Et tout ça sans même parler du MRP, le système de redondance du Profinet, qui peut encore être rajouté, comme sur n'importe quel réseau, pour ajouter de la sécurité. Bon, commençons simplement. Pour la première démo, juste deux CPU 1200. Dans celle de gauche, un programme qui active une sortie si on appuie sur un bouton. Cette sortie sera placée dans la zone de transfert. Zone de transfert, en fait, c'est le terme que l'on utilise pour faire le lien entre les variables distantes. Dans mon cas, cette sortie à gauche va être associée à une entrée de la CPU de droite et donc récupérée par le programme de droite pour faire une action. Et je vais même appliquer ce raisonnement aussi en sens inverse pour faire revenir l'état d'une sortie de la CPU de droite vers celle d'une entrée de la CPU à gauche. En utilisant bien sûr une nouvelle zone de transfert. Eh bien c'est parti pour la démo, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour arriver à faire ça avec TIA Portal. Première étape, eh bien, ça consiste à connaître les adresses IP et les noms Profinet des équipements que l'on va utiliser. Pour ça, eh bien, on va se mettre en accès en ligne directement avec le matériel sans passer par un projet et on va faire mettre à jour les abonnés accessibles. Dans mon cas, je suis reparti de configuration usine, c'est-à-dire que les adresses IP n'ont pas été affectées ni les noms. Donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas au niveau de l'arborescence. C'est pour vous montrer bien comment on fait depuis le début. Donc je vais affecter adresse IP et nom Profinet en ligne et diagnostic à partir de affecter adresse IP 192 par exemple, 168, 179, 1, le masque de sous-réseau 255, 255.
Je fais affecter l'adresse IP. On vérifie bien, que ce soit correct. Oui, ça a été effectué avec succès. Je vais faire le nom d'appareil Profinet. Alors là, attention, au niveau de la syntaxe, beaucoup de choses à vérifier. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je vous mets les règles au niveau de cette syntaxe. Donc, pas de majuscules, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre minuscules et minuscules. Pas de caractères spéciaux. Même l'underscore, le tiret bas, n'est pas autorisé. Bon, bref, regardez, il y a plein de choses à ne pas faire. Moi, je vais faire très simple. J'enlève ça. Je vais mettre un nom CPU gauche, le moins, c'est le seul tiret autorisé. Et je vais faire affecter ce nom. C'est parti, on vérifie que ce soit correct. Oui, ça a été affecté correctement. On voit au niveau de l'arborescence bien, que le nom maintenant, Profinet, apparaît et l'adresse IP correspondante. Je vais faire pareil pour l'autre. Adresse IP, 192, 168, 179, je vais mettre 2 pour le deuxième. Le masque de sous-réseau. J'affecte l'adresse. Et j'affecte le nom. Donc je vais faire CPU droite, affecter le nom. Voilà, ça s'est déroulé avec succès. On voit apparaître bien les noms Profinet et les adresses IP respectives pour mes deux équipements. Je vais maintenant bien, créer un nouveau projet, enfin l'ouvrir puisque j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Dans ce projet, je vais intégrer deux CPU et je vais configurer ces CPU. Donc configuration de l'équipement, notamment bien, l'adresse IP. L'adresse IP ben, qui se termine par 1 pour la première et le nom Profinet. Alors Profinet, bien voilà, je vais lui donner, il faut que je lui donne le même que celui qui a été matériellement implanté. Je vous rappelle, c'était CPU gauche. Voilà. Je vous montre d'ailleurs que il y a conversion du nom, c'est-à-dire que si j'avais voulu mettre des caractères spéciaux, j'en parlais tout à l'heure, bah, du coup, ça aurait fait un peu n'importe quoi. Il aurait converti, si par exemple je mets tiré du bas, vous voyez, convertissant en autre chose, et après, du coup, c'est difficile à distinguer. Pareil, si j'avais mis des majuscules, au niveau des majuscules, donc on voit que la conversion se fait bizarrement. Donc voilà, c'est pour ça, attention. Je vais en reparler, mais il faut être vigilant et faire les choses proprement. Donc voilà, CPU gauche avec l'adresse IP qui va bien, donc pour la configuration matérielle de ma première CPU. On remarquera que le nom PLC1 n'a rien à voir avec le nom Profinet, donc on peut le laisser. Ça, c'est juste le nom pour le projet. Le nom Profinet, il est bien ici. Pour la CPU 2, je vous montre rapidement, je l'ai déjà fait en avance. On a bien une adresse 2 au niveau de l'adresse IP et un nom Profinet CPU droite. De cette façon, on sera cohérent avec le matériel comme on l'a déclaré tout à l'heure. Maintenant, on va voir un petit peu comment mettre ces deux équipements, ces deux CPU en liaison. Alors, je regarde au niveau de la vue appareil et réseau. Pour l'instant, pas de liaison entre les deux. Pour commencer, il faut définir une des deux CPU comme étant un périphérique. Et donc, je vais le faire dans la CPU 2 au niveau de sa configuration et son mode de fonctionnement. Donc, je vais ici déclarer que cette CPU est un périphérique I/O que je vais affecter, puisque on a déjà défini le PLC1, que je vais affecter directement en liaison avec la première CPU.
Zone de transfert, il faudra le compléter, mais je vais le faire tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer ce qui s'est passé au niveau de la vue réseau, puisque l'on a automatiquement la liaison Profinet qui a été créée du fait de l'avoir déclaré dans la configuration du matériel. Si je ne l'avais pas fait comme ça, j'aurais pu le faire dans cette vue en faisant directement la liaison avec le fil. Ça revenait au même. Donc voilà, on a défini cette liaison et maintenant, on va définir quelles sont les variables et quels sont les échanges, quelles sont les zones de transfert entre les deux équipements. Je remonte un petit peu et je vais ajouter donc une nouvelle zone de transfert. Alors je vais l'appeler par exemple gauche vers droite pour que ce soit un petit peu plus parlant. Et je vais définir quelles sont les adresses. Alors, on va ouvrir un petit peu. Au niveau du contrôleur I/O, qui pour moi est la CPU 1, je vais dire que les sorties Q quelque chose vont arriver sur les entrées I quelque chose du périphérique. Donc, je vais utiliser des adresses qui ne sont pas déjà définies. Donc, par exemple, le Q10, qui ne correspond à rien de matériel pour l'instant. Et je vais dire que ce Q10 est envoyé au niveau du périphérique à l'adresse, je vais prendre 10 aussi, ce sera plus facile. I10, alors longueur 1 octet, ça me permet de transférer 10.0, 10.1, donc en fait il y a 8 bits de transférer. Donc ça c'est pour aller de la gauche vers la droite. Maintenant je vais rajouter droite vers gauche. Et je vais définir le sens inverse, voilà. Et je vais dire que les sorties Q10 de la CPU2 vont être envoyées au niveau des entrées 10, I10 du contrôleur. Donc j'ai mis les mêmes, on n'est pas obligé de mettre les mêmes, moi je mets les mêmes parce que je vais faire quelque chose de symétrique, mais on aurait pu faire autre chose bien sûr. Pour avoir une vue d'ensemble, on peut cliquer sur la liaison à partir de la vue appareil réseau et on voit donc apparaître la correspondance des adresses avec les noms que je viens de définir. On peut également cliquer au niveau des interfaces Profinet et donc voir le détail des zones de transfert. C'est un petit peu plus joli que tout à l'heure. On voit le partenaire, l'interface locale, bon bref, c'est un petit peu plus joli, mais ça veut dire la même chose. On voit donc la zone gauche vers droite et la droite vers gauche, donc suivant ce qu'on a envie d'étudier. Allez, on passe aux variables. Alors au niveau des variables, table des variables, là aussi j'ai pris un petit peu d'avance. Les entrées classiques et sorties classiques sont déjà définies. Par contre, la nouveauté, c'est que l'on va définir deux variables. Un qui correspond au bit que l'on va recevoir du partenaire et un qui va correspondre au bit que l'on va envoyer et qui sera bien sûr affecté aux adresses que l'on a définies précédemment. Juste un premier test au niveau du main, je vais faire un fonctionnement très simple. Dans un premier temps, local, le bouton 0 avec un petit clignotement va commander la sortie 0 en local. Et je vais faire en distant où ce même bouton va commander la sortie Q10.0 que l'on a définie précédemment aussi. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de la deuxième CPU. Dans la table des variables, tout d'abord, j'ai déclaré de la même façon bit reçu et bit envoyé aux bonnes adresses. C'est la même chose, sauf qu'on n'est pas sur la même CPU.
Ensuite, regardons au niveau du programme. Eh bien, au niveau du programme, je vais faire quoi? Je vais dire que lorsque je reçois l'information qui vient de l'autre CPU, eh bien, je vais commander une sortie physique pour voir le résultat. Allez, c'est parti, démonstration. Voilà, je me suis mis en ligne. On remarquera que tout est vert, et notamment ce dossier-là qui n'apparaît pas de façon standard, qui apparaît ici parce qu'on a une interface Profinet décentralisée. On voit qu'elle est OK vert et qu'il s'agit bien du PLC2 qui est distant par rapport au PLC1. Si on regarde au niveau du PLC2, pour lui c'est différent, on voit juste qui est le contrôleur, à savoir le PLC2. Allez, démonstration, je vais appuyer sur le bouton. La sortie s'active au niveau local sur la CPU de gauche et bien sûr, et on voit la sortie sur la CPU de droite Q0.0 qui s'active aussi. Je coupe, je remets, tout fonctionne correctement. Je complète le programme en faisant l'opération inverse, à savoir à partir d'un bouton, par exemple le 5 de la CPU numéro 2 à droite donc, j'active une sortie locale et j'envoie également un bit vers la CPU de gauche, bit qui va être reçu et qui va commander à son tour une sortie donc au niveau de la CPU de gauche. C'est parti pour la démo. Comme tout à l'heure, dans un sens. Ok. Par contre, maintenant, si je vais sur l'autre CPU, j'active et je peux faire les deux en même temps. Allez, pour compléter cette présentation, essayons de voir en combien de temps se font les échanges avec Profinet IO et quels sont les moyens de réglage que l'on a. Pour ça, je vais maintenant travailler sur une valeur codée sur un octet. Cette valeur sera incrémentée toutes les millisecondes dans la CPU de gauche et elle sera transmise à la CPU de droite. À droite, elle sera renvoyée à gauche directement et sans modification. Je vous passe les détails du programme, il n'y a vraiment rien de compliqué. Regardons plutôt le résultat en utilisant l'outil trace. En rouge, la valeur qui s'incrémente. On est sur 8 bits, donc on va de 0 à 255. Cette valeur est transférée à la CPU de droite. Elle est ensuite renvoyée et on la récupère, courbe bleue, légèrement décalée. Décalage qui correspond à l'aller-retour de l'information. En faisant la soustraction des deux courbes, on trouve en vert au-dessous les valeurs du décalage tout au long du fonctionnement. Donc environ 6 millisecondes dans notre cas. Et la question, naturellement, c'est de savoir si ces valeurs sont cohérentes. Et bien pour ça, on va regarder le paramétrage de nos CPU. À gauche, la CPU qui fonctionne en contrôleur I/O. Dans les paramètres du port ou de la liaison, on peut voir la valeur de la cadence d'émission des données. C'est en gros la base de temps. Sur certains modèles de CPU, on peut changer, sur d'autres non. Pour le domaine de synchronisation, pas besoin d'y toucher, ça concerne les liaisons Profinet IRT, donc en temps réel isochrone, c'est-à-dire un fonctionnement où tous les équipements travaillent de façon synchronisée. Pour ma démo, je travaille ici juste en mode RT, donc le fonctionnement basique. Et d'ailleurs pas le choix, les CPU 1200 ne permettent que ce mode de fonctionnement. Sur la fenêtre à droite, on le voit, il n'est pas possible d'associer un mètre de synchronisation à nos PLC. Ce qu'on aurait pu faire si on avait eu des CPU S7 1500 par exemple. Ok, alors à droite maintenant,
la CPU qui fonctionne en périphérique. Et là, très important, on peut voir le temps d'actualisation utilisé pour la communication avec cet équipement. Par défaut, réglé en automatique, dans notre cas 2 millisecondes. Et donc du coup, on comprend mieux l'ordre de grandeur du temps de décalage que l'on avait mesuré tout à l'heure sur la trace. Eh bien, je vous propose de changer ce temps pour voir ce qui se passe. Je règle manuellement à 16 millisecondes, par exemple. Et bien, tout naturellement, on voit que l'octet est reçu de façon périodique, échantillonnée, selon le temps d'actualisation réglé. On retrouve bien les 16 millisecondes sur la courbe avec les curseurs. Attention, cependant, ne pas confondre le temps d'actualisation et le temps de transfert. Exemple ici, je vais régler 64 millisecondes pour l'actualisation, ce qui correspond bien à la durée des paliers sur l'octet que je reçois. Mais ce n'est pas la même chose que la durée du transfert de l'information. Sur notre courbe ici, environ 38 millisecondes, pour que par exemple la valeur 162 prise à un instant donné, sur l'octet envoyé, se retrouve ensuite sur l'octet reçu. Autre point à signaler, eh bien, c'est le faible impact de la quantité de données pour la rapidité du transfert. Sur l'exemple ici, j'ai paramétré non pas un octet, mais 200, donc 200 allers-retours, et on voit que le temps de transfert est quasiment le même. Autre point important, c'est que le temps d'actualisation est particulier à chaque périphérique et peut donc être réglé différemment sur chacun d'entre eux. Exemple ici, j'ai rajouté une troisième CPU sur le même réseau, PLC3, qui sera aussi utilisée en mode périphérique. Je vais par exemple définir 32 millisecondes d'actualisation, alors que pour PLC2, je vais laisser le mini à 2 millisecondes. Résultat bien conforme aux attentes, chaque périphérique travaille avec une période qui lui est propre. Ici, courbe bleue, actualisation rapide, courbe verte, beaucoup plus lente. Et bien voilà, dans les grandes lignes, ce que l'on pouvait dire sur les temps de transfert d'informations. Allez, passons maintenant à toute autre chose. Petite partie consacrée maintenant à la détection de défauts sur un réseau Profinet I/O. Et je vais commencer par une petite démo du diagnostic en ligne avec TIA Portal. Voilà, alors j'ai repris la configuration avec 3 CPU vues tout à l'heure, avec la CPU de gauche, la CPU de droite qui est son périphérique. On le voit, c'est noté PLC1, c'est bien son contrôleur. La CPU 3 qui elle aussi est un périphérique du contrôleur PLC1, c'est aussi noté. On peut le voir également dans l'onglet communication, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'onglet liaison, qui nous montre les liaisons Profinet actives, mais pas forcément les Profinet I/O. Ça, c'est juste dans l'exemple ici, les liaisons de la visualisation dynamique. Donc rien à voir. Nous, ce qui nous concerne, le Profinet I/O, c'est dans cette fenêtre où on voit nos équipements, les 3 PLC, avec leur connexion. On voit également les ports concernés. Alors pour les CPU 1200, il n'y en a qu'un, donc c'est vite vu. Mais si on avait plusieurs ports, on les verrait apparaître. On voit les partenaires, on voit les non-Profinet associés dans le projet, qui doivent être les mêmes, ces non-Profinet, que ceux réellement implantés dans le matériel, CPU gauche, CPU droite. Et on voit eh bien, l'état du matériel, donc en l'occurrence bleu ici, tout va bien. On peut voir la configuration du réseau aussi à gauche avec le dossier périphérie décentralisé où on voit les périphériques et leur état. Donc là, tout va bien. Je vais eh bien, créer
un défaut, je vais par exemple couper cette liaison. Là, je vais retirer le câble. Alors, vous ne le voyez pas, je le fais en arrière-plan, mais on va voir l'impact sur la visu. Eh bien, on voit que le PLC1, donc le contrôleur, a détecté un défaut. On a perdu la liaison normale puisque la connexion est coupée avec PLC3. Et c'est indiqué au niveau du contrôleur, erreur dans le composant de niveau inférieur. Je remets le câble pour voir que ça reprend automatiquement, c'est-à-dire que la liaison se rétablit sans besoin d'autres actions. Le contrôleur a retrouvé son périphérique, il est content. Moi, dans TIA, bien sûr, il faut que je me remette en ligne avec lui puisque la liaison a été coupée. Et on retrouve la situation normale. Je vous montre également que si l'on met en stop une CPU, par exemple celle-ci, CPU, je vais mettre en stop, eh bien, on va détecter également un défaut. On le voit, PLC1 a détecté le défaut au niveau de la périphérie. On voit que les CPU périphériques sont OK. La 2 est en stop, mais elle fonctionne correctement. Je rappelle d'ailleurs que lorsque on a un défaut de liaison de câble, ça n'empêche pas les CPU de fonctionner, elles fonctionnent localement et c'est tout l'intérêt du fonctionnement que l'on détaille avec le e-device dont je parle depuis le début. On peut voir d'ailleurs aussi ce qui se passe au niveau des erreurs en double-cliquant sur la clé et en allant voir le tampon de diagnostic. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui s'est passé et on a plus d'informations. Donc là, en l'occurrence, perte de données d'entrée-sortie dans le composant matériel. Normal, puisque j'ai mis la CPU en stop. Je remets en run, si j'y arrive, voilà, run, la bonne CPU, je referme. Et là, on voit que les alarmes sont automatiquement acquittées, ça repasse en vert, vous ne le voyez pas. Voilà, je le mets. Ça repasse en vert, alors que tout à l'heure, perte de données au niveau du défaut, c'était en rouge avec la clé. Je remets la vue réseau et je vais vous montrer ce qui se passe. Eh bien, si je mets le contrôleur en stop, voilà. Eh bien, le contrôleur fonctionne correctement, hein, c'est pas un défaut, il est en stop, mais il n'a pas de défaut en particulier. Par contre, les périphériques, eux, voient eh bien, leur contrôleur stopper, et donc on a un signalement de défaut. Je reviens sur la clé, et on voit que pour ce PLC2, tampon de diagnostic, eh bien, on a perte de données également. On voit la clé rouge à ce niveau-là. Et c'est pareil avec le PLC3. Si je regardais, hop, je reviens. PLC3, la clé, tampon de diagnostic, perte à ce niveau-là. Et bien sûr, si je remets en run la CPU, donc le contrôleur, automatiquement, tout va reprendre correctement. Voilà, alors maintenant on va regarder ce qui se passe non pas lorsque l'on est en ligne comme je viens de le faire, mais au niveau d'une CPU, comment détecter un défaut et comment réagir et faire une action appropriée en cas de défaut de cette liaison. Première possibilité, c'est d'utiliser un OB dédié à ce type de problème. Pour une CPU 1200, pas beaucoup de choix, seul l'OB de diagnostic 82 est intéressant. Contrairement au CPU 1500 qui offre l'OB 122 spécialement dédié aux erreurs d'accès au périphérique. Et donc pas de top avec les 1200 car une alarme d'accès à la périphérie ne lance pas l'OB 82. C'est bien noté dans la doc, aucune action, juste une inscription dans le tampon de diagnostic, c'est les fameuses clés rouges que l'on a vues tout à l'heure. Mais on peut cependant ruser en réalisant une surveillance des ports. En cas de problème,
Ça lance bien l'OB82, mais c'est pas top quand même, car cette solution, bah, elle est liée à la topologie réseau et ne détecte pas tous les défauts. Donc méfiance avec ça. D'autant plus que l'OB82 peut être utilisé pour différents types d'alarmes, donc pour détecter d'autres types de défauts. Et si c'est le cas, pour faire le tri, il faut rajouter du code dans l'OB, par exemple en utilisant la fonction ralarm. Alors pourquoi pas, mais ça peut vite devenir compliqué, voire démesuré, si on veut juste tester si la liaison est OK. Autre possibilité, c'est d'oublier l'OB82 et d'utiliser la fonction device states que l'on trouve en librairie. Pardon. On donne l'identifiant du réseau à analyser, ensuite ce que l'on veut voir. Mode égale 5, ça veut dire voir les défauts. Et les résultats, OK ou pas OK, sont renvoyés dans un tableau de booléens. Le bit 1 pour le périph 1, le bit 2 pour le périph 2, etc. Le bit 0, lui, c'est pas pour le contrôleur, c'est juste une synthèse de tous les bits. Il passe à 1 dès qu'il y a au moins un bit d'actif dans le tableau. Démo sur cet exemple, tout va bien, false partout. Et en cas de défaut, au hasard sur PLC3, donc qui est le périphérique numéro 2, eh bien c'est le bit 2 qui signale le défaut. Je vous fais grâce du test d'autres défauts, la logique est toujours la même, donc solution plutôt intéressante, mais attention, il y a des limitations à cette fonction, et notamment le fait que l'on ne puisse l'utiliser que dans le contrôleur. Donc pas possible dans les CPU périphériques, et ça c'est dommage, vraiment dommage. Autre inconvénient, c'est que cette fonction a un temps d'exécution qui n'est pas négligeable. On peut perdre 3 à 4 millisecondes sur le temps de cycle de la CPU. Et aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, mais la préconisation, c'est d'utiliser un tableau de 1024 booléens pour les résultats. Donc c'est pas léger tout ça. En résumé, si la fonction est utilisée que ponctuellement, ça va. Mais si on veut faire de la surveillance permanente du réseau et mettre cette fonction dans le main, alors là, il faut faire attention, vraiment attention. Autre solution, c'est d'utiliser un bit de vie. Le principe est très simple, un memento de cadence qui envoie son état. Si on le reçoit de l'autre côté, eh bien c'est OK. Si on ne voit rien bouger, bloqué à 0 ou bloqué à 1, c'est que la liaison est coupée ou que la CPU est en stop. Traduit en programme, ça peut par exemple donner ça. Le memento de cadence à gauche, on le choisit le plus rapide possible pour être le plus réactif possible. Par exemple, ici, moi, clock 10 Hz, donc 10 fois par seconde. Mais le choix est bien sûr dépendant du temps d'actualisation réglé pour la liaison. À droite, eh bien, réception du bit qui active une tempo pour tester s'il reste trop longtemps à on ou s'il reste trop longtemps à off. La valeur du trop longtemps dépend de la durée du bit de vie. Ici 50 millisecondes, donc pour le on ou pour le off. Une petite sécurité, en l'occurrence 10 millisecondes, pour inclure un éventuel temps de latence, et donc par exemple 60 millisecondes pour les tempos. Et donc aussi 60 millisecondes pour le temps de réaction sur cet exemple. Si jamais on a besoin d'être encore plus réactif, on peut se créer une horloge plus rapide ou générer automatiquement le bit de vie. Exemple avec un oscillateur classique de l'électronique numérique. Un bit est envoyé depuis la gauche, il arrive à droite où il est inversé, ensuite il est renvoyé à gauche, puis re-renvoyé à droite. Donc au début, le 0, qui est inversé et qui repart. Ensuite, il est réenvoyé,
pour être à nouveau inversé, et ainsi de suite. Le programme, eh bien, c'est enfantin. À gauche, l'envoi. À droite, la réception, l'inversion et le renvoi. Le bit change d'état à chaque cycle d'accès à la périphérie. On l'avait vu, si on règle au plus rapide, eh bien, on a un ordre de grandeur de 10 millisecondes avec des variations suivant les cycles. La détection, la détection du défaut se fait toujours selon le même principe avec des tempos. Et donc, sur l'exemple, on a un temps de réaction très rapide, ici, de l'ordre de 10 millisecondes. Autre solution, c'est d'envoyer une valeur numérique au lieu d'un simple bit 0,1. En reprenant le relevé des échanges avec l'incrémentation d'un octet, eh bien, on peut faire la différence aller-retour, courbe verte en bas, et si c'est trop long, eh bien, on le signale par un défaut. Au final, vous l'avez compris, l'essentiel, c'est d'envoyer un truc qui bouge. Le principe général, eh bien, c'est que tant que ça bouge, c'est que c'est en vie. Voilà, eh bien, vous savez tout ou presque. Je vous laisse tester tout ça et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.